Chers frères et sœurs, chers amis, mesdames et messieurs, bonsoir. Soyez les bienvenus au Grand Orient de France. Je vais vous inviter à vous lever pour accueillir nos invités, ainsi que le grand maître du Grand Orient de France. Grand maître, mon très cher frère Nicolas, mes très chers frères et mes très chères sœurs, conseillers de l'ordre, mes très chers frères et mes très chères sœurs, mesdames et messieurs, voilà 10 ans, 2 terroristes islamistes décimaient dans l'horreur toute la rédaction de Charlie Hebdo pour avoir caricaturé Mahomet. Et 2 jours plus tard, c'est un magasin hyper cachère qui devient le théâtre de nouveaux massacres. Dans les jours qui ont suivi, des millions de personnes, unies dans un élan républicain, défilaient dans la rue, arborant bannières et affiches « Je suis Charlie ». 10 ans plus tard, outre le devoir de mémoire, qu'en reste-t-il? Qui déclame qu'il est encore Charlie? On a assisté ces derniers temps à des prises de parole ambiguës, selon lesquelles les journalistes et les dessinateurs de Charlie avaient peut-être un peu exagéré dans l'exercice de leur liberté de critiquer et de caricaturer l'islamisme. Mais ne nous y trompons pas. Ce 8 mai feutré affaiblit une fois de plus dangereusement la démocratie. Tout simplement parce qu'il affaiblit la liberté de la presse, bien sûr, qui est un droit, il faut le rappeler, constitutionnel, mais aussi et surtout parce qu'il est le socle et la garantie de tous les autres droits. Le moment que nous allons partager ce soir nous donne l'occasion de rappeler que la liberté de la presse n'est pas une liberté comme les autres. Non. Elle est la liberté qui n'est qu'un des visages de la liberté tout court, comme l'écrivait Camus dans un article de presse en 1939, avant d'être censuré. Camus rajoutait « Il est difficile aujourd'hui d'évoquer la liberté de la presse sans être taxé d'extravagance, accusé d'être Mata-Hari ou se voir convaincre d'être le neveu de Staline. » Tout journaliste est celui qui informe factuellement sur des événements, des images ou des propos. Il rapporte librement et il donne à penser, ouvrant ainsi le champ de la liberté de conscience pour ses lecteurs. C'est d'ailleurs dans ces conditions que le Conseil constitutionnel a rendu une décision dès 1984 estimant en matière de presse, au regard de l'article 2 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, que l'objectif à réaliser est que les lecteurs, qui sont au nombre des destinataires essentiels de la libre communication des pensées et des opinions, soient à même d'exercer leur libre choix sans que ni les intérêts publics, ni les pouvoirs publics, ni les intérêts privés puissent y substituer leurs propres décisions ou n'en puisse faire l'objet d'un marché. Et puis, disons-le tout simplement, ce 8 mai remet en question et affaiblit tout naturellement la laïcité, qui donne, selon l'article 1er de la Constitution, son identité à la République. Car la laïcité, c'est ce principe d'organisation de la paix civile par la reconnaissance de la liberté de conscience, et là où elle n'existe plus, alors le fanatisme, l'intolérance et la guerre s'installent. Et ce principe, quoi qu'on en dise, est universalisable. Alors, que nous reste-t-il de 2015 ? En lien avec l'IFOP, la Fondation Jean Jaurès et l'hebdomadaire ont souhaité évaluer, à travers une enquête, l'évolution de l'opinion publique sur les thèmes de la liberté d'expression, du droit à la satire et du dessin de presse. Cette étude est très intéressante, car il apparaît que le droit à l'humour et au blasphème progresse dans une grande majorité de la population et que la société française se révèle être de plus en plus acquise à la liberté d'expression. Il en ressort également que l'on peut rire de tout, mais pas avec n'importe qui. Mesdames et messieurs, ce soir, dans le cadre de notre cycle des chantiers de la République, mais aussi de notre fil rouge dédié au 120e anniversaire de la loi de 1905,
Nous accueillons ce soir Rhys, directeur de la publication de Charlie, et Gérard Biard, rédacteur en chef de Charlie Hebdo, qui ont accepté notre invitation et nous les en remercions. Ils se livreront à un échange grave, certainement, mais sans doute joyeux, nous l'espérons en tout cas, aux questions de Philippe Roblin, grand maître adjoint, mais également à vos questions, avant de céder la parole à Nicolas Penin, notre grand maître, pour conclure. Je vous remercie. Bien, merci, mes chers amis, chers frères Patrice. D'abord, merci à tous de votre présence. Je voulais rajouter un hommage à Philippe Debrune, qui ne s'y attend pas, qui est le directeur général de Charlie Hebdo, qui a aidé à organiser cette soirée et également, d'ailleurs, l'exposition que vous avez peut-être eu le temps de voir ou que vous verrez en repartant, avec des panneaux qui, en fait, reprennent des extraits de l'ouvrage qui a été publié en décembre, on en reparlera certainement tout à l'heure, qui est un hommage aux disparus de cet attentat du 7 janvier 2015. Voilà, alors pour juste rappeler, vous avez un numéro de téléphone, il ne faut pas appeler, il faut envoyer un SMS. Tout au long de la conférence, vous pouvez poser vos questions. Moi, je vais en poser quelques-unes, 3-4 pour démarrer, mais on va prendre vos questions, quelqu'un les regarde, fait des synthèses, en général il y en a plusieurs dizaines, et les posera ainsi en direct à nos deux conférenciers. Et par ailleurs, un micro pourra circuler pour des questions extrêmement brèves. Si vous n'avez pas de moyen d'envoyer un SMS, vous pourrez effectivement prendre la parole très brièvement. Effectivement, nous sommes extrêmement nombreux ce soir. Je rappelle enfin que cette soirée va être rediffusée, vous pourrez le dire à vos amis, elle va être rediffusée dans quelques jours, le temps d'un montage, sur la chaîne YouTube du Grand Orient de France, où d'autres conférences sont également présentes. Voilà, ma première question, c'est pour vous, Rhys. J'ai lu votre édito du 15 janvier et j'ai retenu 2 points sur lesquels je voudrais vous questionner. Le premier point, vous racontez votre scolarité, pas dans le détail, au collège et au lycée, et votre confrontation au concept de la laïcité qui, dites-vous, que vous avez compris en fait, sans vous en rendre compte, grâce aux cours d'histoire, et notamment à des gravures dans ces livres sur la Saint-Barthélemy. Et vous avez dit, en fait, ceci m'a largement suffi pour comprendre la laïcité. Or, vous évoquez ensuite une rencontre avec des collégiens, plus récente, qui, eux, en tout cas c'est ce qu'ils disaient, n'ont jamais entendu parler de la Saint-Barthélemy ou des guerres de religion. Est-ce dire que le problème, c'est en fait l'ignorance de l'histoire? N'y a-t-il pas d'enseignement de l'histoire au collège et au lycée? C'est à vous, Rhys. Moi, je ne vais pas faire un procès à l'éducation nationale. Je ne suis pas compétent, je n'ai pas le droit de le faire. C'est pas de mon ressort. Mais on peut se poser des questions parfois sur la connaissance d'un minimum de faits historiques qui moi, m'ont toujours semblé indispensable pour comprendre la logique de la laïcité. Il n'y a pas besoin d'être un très grand spécialiste de la laïcité quand on a à l'esprit ces événements historiques. Surtout qu'en ce qui concerne Charlie Hebdo, le souvenir que j'ai, c'est que lorsque, dans les années 90, on a vu en Algérie cette guerre civile entre des extrémistes islamistes du GIA ou du FIS, on voyait des scènes de massacre qui nous semblaient, autour de la table de rédaction de Charlie Hebdo, quand on discutait avec Cabu, Charles, Val et GB, qui nous semblaient tout droit sortis de nos livres d'histoire. Enfin, il y avait quelque chose à la fois d'abominable mais d'anachronique. Et les guerres de religion telles qu'on les avait apprises à l'école, elles étaient là sous notre nez dans les années 90. Et c'était à la fois terrifiant et ça n'augurait rien de bon. Et ce qui nous indignait, on se disait, nous, on a la chance d'être dans un pays laïque, protégé justement des excès de la religion. Et quand on voit des pays qui n'ont pas cette culture-là ou qui n'ont pas cette tradition historique, on était un peu malheureux pour eux, parce que ce que
ce qu'il subissait, c'était aussi un peu, la conséquence d'une absence de règles qui cadrent l'expression religieuse. Donc, c'est pas seulement dans le livre d'histoire, moi, que j'ai pu comprendre la laïcité, c'est même dans l'actualité. Voilà, donc... mais est-ce que tout ça c'est bien connu? Est-ce que c'est bien enseigné? Je ne suis même pas sûr. Je ne suis pas sûr que les jeunes, même sans même parler à Saint-Barthélemy, se rendent compte de ce que ça a pu être la guerre civile en Algérie dans les années 90. Voilà, donc il y a vraiment un problème de transmission et de compréhension de ce qui s'est passé, et du coup de compréhension presque logique de ce qu'est la laïcité. C'est beaucoup plus facile à comprendre l'intérêt de la laïcité quand on sait contre quoi elle a été édifiée. Voilà. Merci Gérard. Est-ce que vous voulez rajouter un mot à ce sujet? Non, oui, je pourrais, mais je pense qu'on va avoir l'occasion de reparler plus tard de ces questions. Mais ce qui est vrai, c'est qu'il ne faut jamais oublier contre quoi la laïcité s'est édifiée, et elle s'est édifiée à l'issue d'un combat très violent, très âpre et surtout très long entre deux pouvoirs, entre le pouvoir civil et le pouvoir religieux. Et la laïcité a établi qu'il n'y avait pas de société vivable possible, il n'y avait pas de possibilité de construire une démocratie et de la faire évoluer si on laisse la parole divine dicter les lois civiles. C'est le pouvoir civil qui doit avoir le dernier mot, et non pas le pouvoir religieux. Ça ne veut pas dire que le pouvoir religieux n'existe plus. Ce serait trop beau. Mais en l'occurrence, il faut effectivement l'encadrer, le laisser à sa place, le mettre à sa place. Sa place, c'est dans les églises, c'est dans les synagogues, c'est dans les mosquées, c'est dans les temples, et c'est pas ailleurs. Ça ne veut pas non plus dire qu'il ne doit pas y avoir une expression religieuse, une expression de la foi dans l'espace public, mais cette expression, elle doit être encadrée, régulée. C'est tout ce qu'est la loi de 1905, dont on ne connaît au fond que bien peu de choses. On évoque toujours les mêmes articles, qui sont évidemment l'article 1, la République ne reconnaît et ne finance aucun culte, mais il y a énormément d'autres articles, et notamment tous les articles de police, et c'est sous le titre « Police des cultes » qu'on peut les lire. Et on s'aperçoit que y a tout finalement dans cette loi. Moi, je suis toujours étonné quand j'entends des gens souvent très progressistes, enfin c'est comme ça qu'ils se voient, qu'ils disent que quand on veut interdire une association cultuelle qui contrevient ouvertement aux lois de la République, qu'on n'a pas le droit de le faire. Si, on a le droit de le faire. C'est écrit en toutes lettres dans la loi de 1905. Donc voilà, c'est aussi peut-être que à la place, pour revenir au rôle de l'école, peut-être qu'à la place de chartes qui sont pleines de bonnes intentions, on pourrait peut-être tout simplement afficher certains articles de la loi dans les écoles. Merci. Alors, dans les écoles, je crois qu'il y a un affichage d'une charte de la laïcité que vous évoquiez, qui semble pourtant bien écrite. Donc, est-ce que ça sert à quelque chose ou bien c'est vain?
selon vous? Ah non, c'est jamais vain. C'est jamais vain parce que d'abord, ça permet qu'il y ait des débats aussi autour de cette question. Et à partir du moment où il y a des débats, il y a des échanges. Donc, ça fait prendre conscience aux élèves, mais aussi parfois à certains enseignants, qu'il y a un problème autour de ces questions, que des questions qui, pour d'autres générations, comme la mienne par exemple, ne faisaient pas débat. Moi, quand j'allais à l'école, on ne parlait pas de la laïcité. Il n'y avait pas de référent laïcité dans les écoles. Ça n'avait pas de... On se serait demandé, mais qu'est-ce que ça vient faire là? Ça allait de soi. Et puis, il est arrivé un moment où ça n'est plus allé de soi. Mais ça n'est plus allé de soi non seulement pour les élèves, ce qui est déjà un premier problème, mais aussi pour les enseignants et surtout pour l'institution. Les référents laïcité qui existent aujourd'hui, c'est récent. C'est pas quelque chose qui a été décidé dès lors qu'on a constaté qu'il y avait des problèmes. Donc voilà, il y a tout ceci aussi dont il faut peut-être avoir conscience, et quand on évoque effectivement, notamment avec des jeunes générations, quand on évoque les questions de la laïcité, et avec elles de ce que signifie de vivre dans ce qu'on appelle les lois de la République, mais c'est tout simplement ce qui fait qu'une société est vivable pour tous, et non pas pour certains groupes d'individus qu'on jugerait plus éduqués ou d'une autre culture que d'autres. Merci Gérard. Je reviens à vous, Rhys, dans le même édito. Il y a un deuxième point qui m'a frappé, c'est que vous disiez, malgré ce qu'on vient de dire peut-être, de l'obligation d'être optimiste. Est-ce que vous pouvez développer pour nous, s'il vous plaît? Ça, c'est une vaste question, ça. Oui, parce que c'est vrai que durant ces 10 années, alors on pouvait comprendre qu'après les événements de 2015, on soit enseveli par un pessimisme et d'abord par une tristesse d'avoir subi tous ces événements, et aussi par une prise de conscience que des forces extrêmement violentes étaient prêtes à s'abattre sur tous les gens qui partageaient nos convictions. Donc c'est vrai qu'il y avait de quoi être pessimiste, mais moi j'ai toujours pensé que ça devait nous rendre combatifs et qu'il fallait réapprendre à se battre pour la démocratie. On a un peu oublié parce que peut-être ces dernières années, on a vécu dans une sorte de confort intellectuel où on pensait que tout ce dont on bénéficie était acquis pour toujours. Il a fallu réapprendre durant ces 10 années à retrouver un esprit combatif pour défendre les valeurs de notre démocratie et les rendre même plus conquérants. Donc on ne peut pas être combatif si on n'est pas optimiste, si on n'a pas l'espoir de triompher, si on n'a pas l'espoir de faire gagner ses idées. C'est pas la peine d'engager un combat, il faut rester chez soi et faire autre chose. Et quand on a décidé de refaire le journal en février 2015, c'est parce qu'on voulait reprendre le combat militant et le combat des idées qui a toujours été celui de Charlie. Donc on ne peut pas faire un journal comme on le fait depuis 10 ans sans être animé par un optimisme qui c'est pas de la naïveté. Être optimiste, c'est pas être naïf, et c'est pas être neuneux, et c'est pas être dupe. On est dupe de rien. Mais c'est l'idée que, et c'est comme toute entreprise politique, philosophique, un jour l'horizon se dégagera, un jour les choses seront un peu plus, les choses seront plus claires. Je ne vais pas dire que le ciel redeviendra bleu et le bonheur reviendra sur Terre, mais il faut quand même avoir l'espoir que les choses s'améliorent un peu, sinon on ne fait rien, mais dans tous les domaines, pas seulement dans le domaine de la laïcité, dans le domaine de l'écologie, de la politique, des droits. Les moments difficiles, les moments rétrogrades comme ce qu'on vit actuellement,
doit au contraire nous rendre encore plus combatifs. Il faut reprendre le combat, il faut reprendre les armes, il ne faut pas céder de terrain et il faut repartir de l'avant. Donc, moi, c'est l'état d'esprit dans lequel j'ai été, et je pense dans lequel a été le journal depuis 10 ans. Et pour nous, l'important, ce n'était pas seulement de faire le journal pour nous, pour nous-mêmes, mais c'est aussi pour les autres, pour leur donner un peu, je ne vais pas dire leur donner l'exemple. Si nous, on ne donne pas l'exemple, comment est-ce qu'on peut attendre aussi des autres qui soient déterminés et combatifs? Voilà, donc je crois que Charlie aussi se devait de jouer ce rôle-là depuis 10 ans. Voilà. Merci Iris. Une question pour Gérard. Comme évoqué par notre ami Fabrice Genet dans son introduction, vous avez publié donc avec la Fondation Jean Jaurès un sondage réalisé en juin 2024. Les questions portaient sur la liberté d'expression et de la caricature, sur la question du blasphème, sur la question des dessins politiques en général, auxquels le New York Times d'ailleurs a renoncé, et l'appréciation des sondés, sur le fait de pouvoir rire de tout, etc. Quel enseignement tirez-vous de ces résultats et vous rendent-ils optimiste, pessimiste ou un autre état que vous pourrez décrire? Merci. Non, en fait, oui, il rendrait plutôt optimiste, dans la mesure où, finalement, les résultats nous ont presque même, en tout cas moi, m'ont presque surpris. Parce qu'il en ressort que, aujourd'hui, 76% des Français, en tout cas des personnes interrogées, considèrent que le droit à la caricature, le droit, la liberté de la presse, la liberté d'expression, et y compris le droit au blasphème à l'intérieur de ça, sont des droits fondamentaux qu'il faut défendre. Et ce qui est intéressant, c'est que ce sondage a été mis en parallèle avec un autre sondage qui avait été effectué en 2012 sur les mêmes questions. Et à l'époque, il n'y avait que 58% des Français à penser ça. Ça veut dire que peut-être que finalement, 2015, il s'est passé... Ça a déclenché peut-être une prise de conscience à propos de ces valeurs, précisément. Et c'est peut-être ça aussi qui s'est exprimé à travers Je suis Charlie. C'est que ces valeurs, que sont la laïcité, la liberté d'expression, le droit au blasphème, le droit de critiquer tous les pouvoirs, c'était des valeurs auxquelles finalement la majorité des gens, encore une fois, considéraient qu'elles allaient de soi, on n'y pensait pas. Et puis d'un seul coup, non seulement on s'aperçoit qu'elles sont menacées, violemment, dramatiquement, mais qu'en plus, finalement, on y tient. Et qu'il faut peut-être un petit peu se bouger. Et que, là, je rebondirai un petit peu sur ce que disait Aris à propos de l'optimisme, c'est que, en fait, on n'a pas vraiment le choix. On n'a pas le choix ça ne sert à rien de reculer. Parce que les forces que l'on est bien obligé d'affronter, elles ne reculent pas. Salman Rushdie est bien placé pour le savoir, pour donner un seul exemple. Le pouvoir religieux qu'on pensait peut-être un petit peu naïvement avoir vaincu, avoir réussi à le maintenir derrière ses tranchées, il ne renonce pas. Il revient toujours à la charge. Donc il faut toujours être vigilant et il faut toujours se battre pour ses valeurs et rappeler qu'on y tient. Je pense que ce sondage, quelque part, il dit ça. Alors après, effectivement, il y a... d'abord, ça n'est qu'un sondage, avec toutes les incertitudes qu'il y a autour des réponses qui sont fournies. Et il y a aussi, évidemment, des
des choses qui sont moins enthousiasmantes. Il y a effectivement une fracture générationnelle là-dessus. Effectivement, entre avant 35 ans, ce ne sont pas des valeurs auxquelles on est, en tout cas, on y est beaucoup moins attaché qu'après. Alors, je ne sais pas ce qui se passe après, à partir de 35 ans, mais en tout cas, c'est ennuyeux parce que, bon, c'est vrai que ceux qui aujourd'hui n'ont pas 35 ans les auront un jour, mais il y a effectivement un problème de transmission et de transmission de ces valeurs. Et peut-être de dire aussi parce que toutes ces valeurs, au fond, elles servent à quoi? Elles servent à ce que s'exerce la liberté. La liberté individuelle, bien sûr, mais aussi la liberté collective. La société, c'est ça, c'est rendre possible des libertés collectives. Enfin, la démocratie, en tout cas. C'est à travers ces valeurs-là que ces libertés sont possibles, sont réalisables. Et c'est peut-être ça qu'il faut comprendre. Par exemple, quand on a fait ce numéro de Charlie Hebdo avec les lycéens, avec 14 lycées de la région Grand Est, on leur a pas dit vous allez parler de ça, de ça, de ça, de ça. Ils sont arrivés avec leur propre thématique qui finalement rejoignait tout à fait les nôtres. On n'est pas intervenu énormément, on les a juste guidés en leur expliquant comment on faisait un journal. Voilà quelles règles il fallait respecter. Et finalement, quand on voit le résultat, ils ont fait un Charlie Hebdo. Donc ils se sont aperçus que c'était possible. Si on leur dit que c'est possible, si on leur explique comment c'est possible, bien sûr qu'il va y avoir il y a toujours des réticences. Il y a toujours des gamins qui vont retourner chez eux, qui vont subir une pression familiale, une pression sociale. Après, ça, c'est à l'école aussi de jouer son rôle. Mais majoritairement, ils ont pas, ils aspirent finalement à la même chose que n'importe qui. Merci Gérard. Alors, on me glisse dans l'oreillette, enfin plutôt dans l'oreille, de vous rappeler le numéro de téléphone sur lequel envoyer des SMS. Alors, c'est le 06 60 25 00 00. Je répète, 06 60 25 00 00. J'espère que je ne me trompe pas, c'est bien ça? Merci. Ma question suivante, et avant justement de prendre des questions SMS, toujours sur ce sondage, peut-être pour RIS, ça porte sur l'esprit, je crois, la dernière partie du sondage, ou l'avant-dernière partie du sondage, porte sur l'esprit Charlie 10 ans après. Alors on l'a déjà évoqué, mais peut-être pouvez-vous en dire plus. Là aussi, j'aimerais entendre votre lecture des réponses faites par les sondés. Alors, j'ai plus trop les chiffres en tête, mais je pense que ce qu'on appelle l'esprit Charlie, c'est un terme un peu vague, mais nous, on a pu le constater durant ces 10 années. Comment dire, pour beaucoup de gens, 10 ans après, Charlie Hebdo, ça signifie toujours quelque chose. En tous les cas, ce qu'on appelle l'esprit Charlie, ça signifie toujours quelque chose. Ils attendent beaucoup de choses du journal, ils attendent beaucoup de choses de ce que publie le journal. Donc, même si ça ne s'exprime pas évidemment comme lors de la manif du 11 janvier 2015, qui est une manif faite aussi sous le coup de l'émotion, de la violence, en fait, nous, on a toujours trouvé que ça avait s'était diffusé de manière plus profonde qu'on ne l'imagine. Et ça ne s'exprime pas forcément de manière spectaculaire et aussi spectaculaire que durant la manif du 11 janvier, mais c'est beaucoup plus ancré qu'on ne l'imagine. Alors l'esprit Charlie, c'est quoi? Ça ne veut pas forcément dire que les gens lisent Charlie et aiment tout ce qu'il y a dans Charlie, mais qu'au moins
les valeurs fondamentales auxquelles est attaché le journal, finalement, beaucoup de gens s'y retrouvent quand même. Que ce soit la liberté d'expression, l'humour, la satire, le droit de dessiner un peu ce qu'on veut sur la politique ou sur les religions. Voilà, c'est tout. C'est un minimum très large qui peut être consensuel, même si, on l'a vu aussi durant ces 10 années, des fois il y avait des polémiques avec le journal, avec des dessins, tout le monde n'aime pas ça, mais au moins que le principe qu'un journal comme ça, ou que cette forme d'expression puisse exister dans un pays libre, eh bien je crois qu'il y a beaucoup de gens qui y sont attachés plus qu'on ne l'imagine, même s'ils ne le lisent pas forcément. Donc ils sont attachés à ce principe-là, à cette forme d'expression. Voilà. Alors j'ai le sondage devant moi, si vous voulez les chiffres, mais je voulais juste prendre cette page. C'est soutien à Charlie Hebdo aujourd'hui, proportion des Français qui participeraient aujourd'hui à une minute de silence organisée en hommage aux journalistes victimes de l'attentat contre Charlie Hebdo. C'est 71% des sondés, de l'échantillon de 1000 personnes, méthode des quotas. Toutefois, ça en recule par rapport à août 2020, puisque c'était 80%. Pour les marches républicaines organisées sous le slogan « Je suis Charlie », c'est 44%. Et en revanche, il y a un recul aussi les injures, provocations émises lors des cérémonies, donc l'autre côté de la médaille, en l'honneur des victimes, c'est à 13%. Alors on peut dire c'est peu, c'est beaucoup, c'est quand même 13% malgré tout. Mais c'est largement minoritaire, donc c'est toujours une lecture, c'est le verre à moitié plein ou à moitié vide. Bien, peut-être qu'on va passer aux questions SMS. Alors, en choisissant de synthétiser peut-être... Absolument, cher Philippe. Le rappel était nécessaire puisque depuis que le rappel a été fait, le standard est débordé. Je crois qu'on dit les choses comme ça. Une première question sur la laïcité, mais pourquoi? Non pas pourquoi la laïcité, mais pourquoi cette spécificité française? Je vous lis la question précisément. La voici. La laïcité est une notion typiquement française. Le mot n'existe pas en anglais. Les anglo-saxons, notamment, ne comprennent pas notre posture. Pourquoi cette spécificité française? Alors pourquoi Moi, je pense que ce que nous, ici en France, on appelle la laïcité, ce que nous, on comprend comme la laïcité, l'idée, le principe, c'est-à-dire une organisation rationnelle et comment dire, équilibrée de l'expression religieuse et même de l'expression d'autres convictions. Moi, je pense que tout le monde est capable de le comprendre partout dans le monde. Alors, on appelle ça comme vous voulez, appelle ça laïcité ou utiliser un autre mot. Je pense que l'idée, elle est vraiment universelle en ce sens qu'elle est compréhensible par n'importe quelle personne dans le monde, de n'importe quelle société. Moi, je ne crois pas du tout que la laïcité, telle que nous, on l'utilise en France, je ne pense pas que ce soit quelque chose de franco-français. Vous savez, c'est un peu comme les grands crus. Vous en donnez à boire à n'importe qui dans le monde, les gens aiment ça. C'est un peu ça la laïcité, c'est un produit du terroir. Finalement, les gens, quand ils y goûtent, ils y voient un intérêt. Donc c'est vraiment une idée, c'est presque une saveur qui peut être compréhensible par n'importe qui. Parce que n'importe quelle société, toutes les sociétés sont confrontées à de la violence, à de l'intolérance. Et finalement, quand vous leur proposez une organisation de la vie civile, une organisation apaisée, équilibrée entre des forces antagonistes, les gens sont preneurs. Et c'est ça la laïcité, c'est tout. Et moi, je pense que c'est quelque chose qui est beaucoup plus compréhensible qu'on ne le dit, et que les opposants à la laïcité nous font croire. Voilà, il y a aussi toute une propagande pour dénigrer la laïcité française qui nous fait croire qu'on ne peut pas exporter ça, on ne peut pas faire comprendre ça à d'autres, et ça c'est faux. Voilà. Je pense que c'est faux. Moi je rajouterais que je ne suis pas sûr, d'abord c'est pas tout à fait vrai que c'est complètement français, que c'est 100% français, parce que c'est vrai que le mot n'existe pas en anglais et dans la plupart des langues anglo-saxonnes, mais le mot existe dans les langues latines. Ça existe en italien, ça existe en espagnol, ça existe, je pense, dans d'autres langues aussi.
pourquoi ça existe d'abord dans les langues latines et pourquoi aussi c'est quelque chose qui est né en France. C'est aussi parce que que ce soit la France, que ce soit l'Italie, que ce soit l'Espagne, ce sont des pays qui historiquement ont affronté un pouvoir religieux qui se voulait hégémonique, qui s'est exercé de manière, je vais utiliser un euphémisme, excessive. Donc c'est aussi pour ça que ce mot précis, qui ne veut effectivement pas dire la même chose qui n'implique pas la même chose que ce que les anglo-saxons, en fait, ce que les Anglais appellent secularism, c'est pas la même chose. Mais ça ne veut pas dire, comme le dit Rhys, que c'est pas quelque chose auquel tout le monde aspire. Je ne sais pas s'il y a un mot en persan pour dire laïcité, mais ce que réclament aujourd'hui les Iraniennes et les Iraniens, c'est pas autre chose. Ils ne réclament même pas que les mollahs disparaissent de la surface de la terre. Ils veulent qu'ils disparaissent du pouvoir. Donc ils veulent un pouvoir civil. Et ils le disent explicitement. Nous ne voulons plus de lois religieuses. Nous voulons des lois civiles. Nous ne voulons plus que la parole de Dieu nous dise comment la société doit être organisée. Donc non, c'est pas français. C'est une valeur universelle. C'est pas parce que les droits humains et les droits universels ont été pensés en Europe et en France que ça veut dire que le monde doit s'en passer. Si ce sont des droits humains, c'est qu'ils s'appliquent à l'humanité. C'est que toute l'humanité y aspire et y a droit. Donc il faut, c'est je pense aussi ce qu'il faut expliquer. En tout cas, moi, c'est ce que j'essaye d'expliquer quand je vais à l'étranger, pour porter la bonne parole de Charlie Hebdo et leur expliquer ce que c'est que la laïcité. Et je constate que de plus en plus, il y a une curiosité qui n'est pas uniquement une curiosité qu'on peut avoir vis-à-vis d'une coutume folklorique. Il y a de la part même des Anglais, de la part des Allemands, de la part des pays scandinaves où j'ai eu l'occasion d'aller, de vraies interrogations sur mais qu'est-ce que c'est au fond la laïcité? Parce que c'est quelque chose qu'on ne connaît pas. On ne sait pas on ne sait pas précisément ce que ça implique. Et peut-être que c'est quelque chose dont nous aussi nous aurions besoin. Donc il faut continuer, à pas dire c'est comme ça et puis c'est tout, à dire voilà, c'est comme ça que ça marche et ça sert à ça. Faut faire de la pédagogie. Merci Gérard. Alors en France, on a, vous l'avez évoqué, un régime de laïcité, sauf, c'est pas partout en France, on a aussi un régime concordataire en Alsace et en Moselle. On a même d'ailleurs d'autres régimes dans certains territoires. Et récemment, le pape a fait un discours très clair, je trouve, et je pense que j'invite tout le monde à le lire. Je fais la publicité pour le pape. Un discours très clair en Corse, lorsqu'il est allé en voyage en Corse, puisqu'il a finalement dit ce dont certains doutaient. Il a dit que les églises d'ailleurs en général, ne renonceront jamais à, en fait, directement ou indirectement, investir le champ politique. Elles veulent être au minimum les interlocuteurs du pouvoir civil, comme vous l'avez évoqué. Et ma question, elle porte sur cette déclaration du pape, mais au-delà, est-ce que finalement on n'a pas un peu baissé les bras, justement, de recul en recul, d'accommodement en accommodement, de lâcheté peut-être aussi? Est-ce qu'on a ouvert un espace, je pense notamment à l'enseignement catholique, enfin d'établissement catholique, c'est pas l'enseignement catholique, pardon, l'enseignement
dans les établissements privés, certes, mais sous contrat pour la plupart. Est-ce qu'il y aurait moyen de remettre les choses d'équerre, ou je vais provoquer la laïcité au milieu du village? Comme vous le dites, la déclaration du pape, elle est claire, mais ça, à Charlie Hebdo, on n'en avait jamais douté. Les religions, quelles qu'elles soient, ne renonceront jamais au pouvoir qu'elles ont pu avoir dans le passé de diriger les sociétés, de façonner le mode de vie des gens, quelles que soient les religions, que ce soit le christianisme, l'islam ou le judaïsme. Il y a toujours ce projet de construire des sociétés construites autour de la religion. Alors maintenant, quelle réponse on peut donner à ces prétentions? Gérard l'évoquait, on doit toujours revendiquer que c'est le pouvoir civil et ce sont les lois humaines qui doivent être prédominantes dans une société démocratique. Mais je dirais qu'il y a aussi un débat qui a un peu disparu, malheureusement, et moi je le regrette dans le monde intellectuel, dans le monde des philosophes, c'est tout simplement l'existence de Dieu. Parce qu'au fond, c'est le fondement de toutes ces religions, c'est construit sur une hypothèse, et c'est un peu un château de cartes, les religions. C'est-à-dire que si Dieu n'existe pas, tout ça s'effondre comme un château de cartes. Et on a envie de leur dire, faites preuve d'un peu de modestie, parce qu'on n'en sait rien si ce à quoi vous croyez, c'est si fiable que ça. Donc, si vous voulez pratiquer votre religion, c'est votre liberté, mais peut-être que vous faites une erreur durant toute votre vie, peut-être qu'il y a des milliards de gens qui croient à des choses qui sont inexistantes. Il faut quand même rappeler que dans l'histoire, vous avez, quand on nous explique que si des gens croient s'il y a autant de gens qui croient à un pouvoir divin, c'est qu'il y a bien quelque chose. Bon, c'est un truc, le serpent qui se mord la queue, ça prouve rien du tout. Ça prouve simplement qu'il y a des gens qui ont envie de croire, c'est tout. Mais ça ne prouve pas que ce à quoi ils veulent croire existe. Puis il ne faut jamais oublier que dans l'histoire de l'humanité, on a quand même dans le passé des millions, des centaines de millions de gens dans l'Antiquité qui ont cru et qui ont pratiqué des religions qui aujourd'hui n'existent plus. Plus personne va au temple faire des sacrifices pour des dieux qui aujourd'hui ont disparu, que ce soit dans l'Égypte antique. On peut faire la liste de tout un tas de religions qui ont fini dans les poubelles de l'histoire. Donc c'est peut-être faut peut-être se dire qu'un jour, les religions d'aujourd'hui, dans 2000 ans, on les regardera comme aujourd'hui on regarde les religions romaines ou égyptiennes ou d'ailleurs. Donc on a envie de leur dire, faites preuve d'un peu de modestie. Parce que à quoi vous croyez, ce sont des hypothèses, et nous, on n'a pas envie que nos vies, qui sont des réalités, soient dirigées avec vos hypothèses. Voilà. Et ça, je trouve que dans le débat intellectuel, ça a disparu. Il n'y a plus beaucoup aujourd'hui d'écrivains, d'intellectuels ou de cinéastes qui posent cette question-là et qui mettent aussi un peu les tenants de ce discours religieux, de cette cette religiosité dont on nous dit qu'elle est évidente. Qui pose cette question-là, qui, à mon avis, remettrait un peu les points sur les i, voilà. Qui inciterait un peu tout le monde à faire preuve d'humilité. Voilà. Merci, Rhys. Alors, on me dit qu'il y a beaucoup de questions, donc je donne la parole à Fabrice. Oui, je reviens, Gérard Biard, sur le propos que vous aviez en fait quelques minutes avant. Vous précisiez qu'il était nécessaire d'expliquer la laïcité à l'étranger. Visiblement aussi dans notre pays, aussi en France, une question: comment répondre aux gens pour qui la laïcité aujourd'hui veut dire racisme et parfois même valeur d'extrême droite? C'est certain que l'extrême droite a récupéré à son profit la laïcité. Mais si certains ne l'avaient pas laissé tomber dans le caniveau, elle n'aurait pas eu à la récupérer. Effectivement, je pense qu'aujourd'hui, il faut réexpliquer ce qu'est la laïcité, malheureusement, à une partie en tout cas du courant politique qui l'a pensé et qui l'a fondé et qui l'a édifié, c'est-à-dire la gauche. Il y a une partie de la gauche qui a abandonné, pour des raisons électoralistes, mais pas que, des raisons idéologiques aussi, ce socle qui constitue cette famille politique, la laïcité,
dans l'histoire, elle a toujours été à gauche. C'est toujours la gauche qui l'a soutenue. La droite a toujours cherché à la combattre, et ne parlons pas de l'extrême droite, et qui est souvent, et qui l'est toujours d'ailleurs, allié au pouvoir religieux. Donc aujourd'hui, effectivement, il faut réexpliquer la laïcité à la gauche et la mettre face à ses propres contradictions. Mais pas que sur la laïcité d'ailleurs, sur tout un tas de choses. Moi aujourd'hui, il y a un certain nombre de questions que j'aimerais poser à certains leaders de gauche qui nous accusent à Charlie Hebdo de ne plus être de gauche. Qui nous accusent même d'être parfois de faire partie de la fachosphère. Donc, moi j'ai envie de leur demander, mais est-ce qu'on est toujours de gauche quand on a abandonné, par exemple, la défense de tous les opprimés, pas uniquement ceux qui nous arrangent. Bien sûr qu'il faut défendre les musulmans, enfin les personnes musulmanes, ou en tout cas définies comme telles, qui subissent des discriminations. Mais il faut aussi défendre les personnes musulmanes qui subissent des discriminations dans leur propre pays par des régimes religieux qui sont des régimes islamistes. Il faut aussi garder à l'esprit que aujourd'hui l'islamisme, d'abord, il muselle, il emprisonne, il torture, il exécute des musulmans. Ça, la gauche, visiblement, enfin, en tout cas, cette partie de la gauche, elle semble pas avoir aperçu cette donnée-là du problème. Donc, il faut remettre ces militants face à leurs propres contradictions. Il faut pas lâcher. Il faut pas être sur la défensive. Il faut répondre aux accusations. Finalement, c'est une vieille technique militante en retournant le stigmate. Je ne suis pas raciste, c'est toi qui l'es. Parce que quand tu considères que, sous prétexte qu'un individu aurait une culture différente, une religion différente, viendrait de tel pays plutôt que de tel autre, il serait intrinsèquement moins intelligent, moins cultivé, il aurait moins d'humour, il serait incapable de comprendre ce que moi, je peux comprendre, moi j'appelle ça du racisme. Voilà, je pense qu'il faut à un moment maintenant, désormais, parce qu'il est largement plus que temps, avoir c'est pas le courage, parce que c'est pas du courage, c'est simplement de dire la réalité. Merci, monsieur Biard. Et vous le devinez, nous avions beaucoup de questions sur la gauche. Vous parliez de caniveau. Il se trouve que je retrouve le terme caniveau, effectivement, dans mes textos, et notamment sur les frères musulmans aussi. Je voudrais revenir, en fait, à vous, Rhys, en fait, une question sur le journal. Comment conciliez-vous le nouveau statut de Charlie Hebdo depuis 10 ans, martyr et icône planétaire de la liberté d'expression, et la production d'un journal qui conserve toute sa spontanéité, son insolence et sa propre liberté? C'est-à-dire, comment concilier le statut un peu d'institution, c'est ça? Je pense que c'est la question. C'est souvent ce qu'on nous dit, maintenant vous êtes devenu une institution, vous êtes intouchable, patati patata, bon bref. Nous de l'intérieur, c'est pas comme ça qu'on voit les choses. On fait le journal toujours de la même manière, on fait aucun complexe pour le faire, et on dessine, on écrit ce qu'on veut. Maintenant, on est bien conscient qu'effectivement, les gens attendent de nous beaucoup de choses, peut-être trop d'ailleurs.
Mais tant qu'on est fidèle à nos idées, c'est l'essentiel. Et si on les exprime avec force et en même temps subtilité, parce que c'est vrai que quand vous évoquiez des questions comme l'accusation de racisme, etc., il faut aussi répondre habilement à la perfidie des attaques qu'on subit. Donc c'est à nous aussi d'être fidèles à nous-mêmes, quoi. Et la dimension institutionnelle que certains perçoivent, nous, on ne la vit pas comme ça. Et elle ne nous paralyse pas du tout. Je pense que ça nous empêche, ça modifie pas notre manière de penser. Voilà. Merci. Beaucoup de questions sur la manière de défendre ou faire valoir la laïcité. Plusieurs questions reviennent sur la possibilité de défendre la laïcité du point de vue européen. Comment faire valoir ou défendre la laïcité au niveau européen ? On en revient toujours à l'universalité du mot, oui, pourquoi pas, allons-y. La laïcité, c'est un des éléments essentiels, à mon sens, pour que puisse s'exercer la démocratie. Pour une simple et bonne raison, c'est que si vous acceptez que la parole de Dieu dicte des lois civiles, bah vous n'avez plus de démocratie, parce que vous ne pouvez plus débattre de lois, vous ne pouvez plus les contester, vous ne pouvez plus protester contre elles, vous ne pouvez évidemment plus contester le pouvoir, parce que Dieu, on ne le conteste pas, et il a parlé, et on se tait. Donc, si vous n'avez pas ce minimum qui consiste à écarter le dogme divin de ce qui fait les lois et de ce qui fait l'organisation de la société, vous n'avez pas de démocratie possible. Alors la question aujourd'hui, c'est est-ce que l'Europe, qui s'est fondée et qui s'est construite au fil des siècles sur, en tout cas depuis les Lumières, sur l'idée de la démocratie comme horizon politique, est-ce qu'elle y croit toujours ? Ça, c'est une question. C'est peut-être la question qu'il faut se poser aujourd'hui quand on voit le nombre de pays européens qui succombent, et malheureusement, j'ai peur qu'on en fasse nous aussi peut-être bientôt partie, qui succombent à des forces politiques qui n'ont plus grand-chose à voir avec cet idéal et cet horizon démocratique. Donc il faut, encore une fois, moi j'ai pas de solution, et j'ai aucune entrée dans les institutions européennes. C'est dommage d'ailleurs, parce qu'il paraît qu'on y mange très bien, mais la seule solution que j'ai, moi, le seul outil que j'ai et qu'on a au journal, c'est de continuer à faire ce qu'on fait, à aller argumenter, à aller expliquer pourquoi on le fait, pourquoi on continue ça, quand on nous le demande, quand c'est possible. Mais autrement, j'ai pas d'autres solutions, en tout cas à mon niveau. Et puis peut-être aussi de dire que ces valeurs, pour revenir à Charlie Hebdo comme en tant qu'institution et en tant que porte-étendard pour beaucoup de personnes de ces valeurs-là, c'est que ces valeurs, on ne doit pas être les seuls à les défendre. Il faut que tout le monde s'en empare, parce qu'elles appartiennent à tout le monde.
Et chacun doit aussi faire, chaque citoyen, chaque citoyenne doit aussi faire sa part. C'est pas, faut pas tout nous mettre sur les épaules, hein, parce qu'on va pas y arriver. On a suffisamment de boulot. Donc, il faut aussi que tout le monde, tous ceux qui considèrent que ces valeurs sont indispensables pour bâtir une société vivable par tous, pour tout le monde, il faut aller au charbon et il faut les défendre. L'esprit Charlie revient beaucoup dans les interrogations que je peux avoir en fait par texto. Et je vais vous proposer en fait une question et puis en fait un avis. La question la voici autour de l'esprit Charlie. Pensez-vous que si l'esprit Charlie ne fait plus autant consensus qu'en 2015, c'est parce que notre compréhension en a changé ou parce que notre société, notre capacité de faire société n'est plus la même? Ça, c'était pour la question. Immédiatement, je vous livre, vous parlez de solution, une solution qui nous est proposée. 93, je vous livre de suite la solution. Je vous demanderai votre avis naturellement sur cette solution proposée. L'éducation nationale devrait intégrer dans les programmes scolaires de l'école primaire et élémentaire chaque jour de courtes maximes reprenant les articles de la loi de laïcité. D'abord, peut-être un élément de réponse sur l'esprit Charlie. Quand les gens parlent de l'esprit Charlie en référence à 2015, à janvier 2015, encore une fois, je pense que ils adhéraient à la souffrance et avaient de la compassion pour le traumatisme, mais je crois qu'ils ne savaient pas très bien non plus ce que c'était que Charlie Hebdo. Beaucoup de gens qui ont défilé le 11 janvier n'avaient jamais lu Charlie Hebdo, donc de manière un peu intuitive et instinctive, ils se sont mis derrière cette bannière sans très bien savoir tout ce que ça impliquait, l'esprit Charlie. Moi, si je devais donner une définition, il y a quand même quelque chose auquel moi je tiens quand j'essaye de comprendre moi-même pourquoi je suis à Charlie Hebdo et finalement qu'est-ce qui m'intéresse dans ce journal depuis des années et des années. Quand je lis ce qu'ont pu écrire des gens comme Cavana, Val et d'autres avant, au fond, c'est qu'on veut vivre dans une société, une société sans mythes. Mais les mythes, c'est pas seulement les mythes religieux, c'est la culture de la consommation, la publicité. Enfin, ce sont toutes ces illusions, ces valeurs fausses qu'on nous présente comme évidentes et auxquelles on nous demande d'adhérer, parmi lesquelles la religion, parmi lesquelles la foi. Et finalement, il y a une incapacité pour beaucoup de gens à imaginer être membre d'une société, faire partie d'une société sans croire à des mythes, c'est-à-dire à des illusions, à des espèces de communions qui traverseraient toute la société, auxquelles on adhère sans trop vraiment réfléchir à ce que ça veut dire. Et c'est vrai que là, si vous définissez l'esprit Charlie de cette manière-là, les gens sont un peu frileux. Parce que même des gens qui se disent de gauche, avec des valeurs républicaines et laïques, ils veulent quand même croire à des choses un peu, un petit peu fantasmées, à des désirs, à des choses liées à la société de consommation, à des illusions. Tout le monde a un peu des illusions. Or, Charlie Hebdo, l'aridité, c'est un journal qui est plus dur qu'on peut l'imaginer. Nous, on aimerait vivre dans une société débarrassée de mythes. Quand vous dites ça, les gens disent « Ah mais non, mais c'est pas possible. Si on se débarrasse d'un vieux mythe, il faut les remplacer par d'autres mythes. » Non, si vous leur dites « non, voilà, à partir de maintenant, vous jetez à terre les idoles et il n'y a rien pour les remplacer », les gens sont angoissés. Ils sont angoissés par le vide de vivre une société sans icônes devant lesquelles se prosterner. Ça peut être leur téléphone portable, ça peut être la consommation, ça peut être tout un tas de conneries, l'argent. Ils veulent avoir quelque chose devant lequel se prosterner. Ben Charlie Hebdo, on veut se prosterner devant rien, ni devant aucun dieu, que ce soit des dieux spirituels, ni devant aucun dieu matériel. Et là, du coup, l'esprit Charlie, ça fait un peu peur aux gens. Ils trouvent que c'est un peu extrémiste, un peu radical, mais c'est ça, Charlie. Mais on essaie aussi de leur dire, mais on peut vivre sans mythe, hein, on vit très bien, on n'a pas besoin de ça. Voilà, c'est ça l'esprit Charlie. C'est assez exigeant, mais nous, c'est ce qui nous plaît. Voilà.
sans revenir sur la solution proposée quant à l'éducation. Voilà. Mais alors, de manière plus générale, quel pourrait être l'apport de l'éducation nationale en fait dans ce combat pour la laïcité? Alors je ne sais pas si de leur bourrer le crâne tous les matins avec des phrases, au bout d'un moment, ça va pas servir de repoussoir. Moi, je me méfie de ça. Je veux bien une fois de temps en temps, mais le bourrage de crâne, c'est en termes de pédagogie, c'est peut-être pas l'idéal. Je pense qu'il y a aussi quelque chose qui n'est pas évident pour les jeunes générations, c'est qu'elles ont la chance de vivre dans une société, finalement, aujourd'hui, en 2025, qui n'est pas si religieuse que ça. C'est-à-dire qu'au fond, ils ne se rendent pas compte de ce que c'est de vivre dans une société où la religion dirige tout. Ce qui était peut-être plus le cas pour les générations de nos parents ou avant, où la société était beaucoup plus religieuse, il y avait beaucoup plus de la religion catholique était beaucoup plus présente, avec les petites communions, il y avait tout un tas de rituels qui étaient présents dans la société. Ça a un peu disparu ou c'est un peu en retrait. Donc je crois qu'aujourd'hui, quand on discute avec des collégiens, ils ne se rendent pas compte de ce que c'est de vivre dans une société corsetée par la religion. Et donc quand on leur parle de laïcité, ils ne voient pas la nécessité, ils n'en voient pas le besoin. Alors, je n'irai pas jusqu'à dire qu'il faut les envoyer faire un stage en Iran pour qu'ils se rendent compte de ce que c'est qu'une société religieuse, mais peut-être que ça suffirait pour eux de passer peut-être 15 jours dans des pays comme ça, ils se rendraient compte, en revenant en France, à quel point c'est précieux la laïcité, et ce ne serait pas quelque chose d'abstrait, et ce ne serait pas justement du bourrage de crâne avec des phrases qu'on répète tous les matins, ça serait quelque chose de réel. Comment leur faire sentir la réalité et la nécessité de ce que c'est que la laïcité, que ce ne soit pas quelque chose de trop théorique. Voilà. Gardez le micro, Rhys. J'ose une question. En fait, je reviens sur votre précédent propos. Voilà une question qui... Vous parliez des mythes tout à l'heure. Excusez-moi. Charlie ne joue-t-il pas depuis 2015 ce rôle de mythe que vous dénoncez? Alors non. Non, là, il ne faut peut-être pas exagérer non plus. Moi, je veux bien qu'on joue sur les mots, mais enfin, bon, il ne faut pas non plus déconner. Non, on n'est pas un mythe, faut arrêter. Ça me fait marrer les gens qui disent « Ah oui, mais une nouvelle religion, la religion de Charlie Hebdo ». Non, c'est pas une religion, Charlie Hebdo. Si vous n'avez pas envie d'y croire ou si ça ne vous intéresse pas, rentrez chez vous. Le petit Jésus ne vous jugera pas. Enfin, il n'y a pas une divinité suprême qui viendra vous juger. Donc ça aussi, c'est cette espèce de jeu de mots où on veut accoler à Charlie Hebdo le vocabulaire religieux. Hein, c'est ridicule, en fait. Voilà. C'est presque comique. C'est comme de dire qu'il y a une religion de la laïcité. C'est pareil. Voilà. C'est la même chose. Pardon, je vous ai pris votre micro. Oui, moi je voulais faire référence à votre ouvrage La liberté expliquée à la gauche. J'ai dit quoi? Eh bien parce que la laïcité, c'est la liberté. 120 ans de laïcité, 120 ans de liberté. Il est fort. Mais c'est intéressant, le lapsus est intéressant, effectivement. Alors d'abord, je vais être un peu provocateur. Est-ce que vous avez écrit un bouquin aussi qui s'appellerait La laïcité expliquée à la droite, hein, peut-être, ou peut-être que ce serait écrit. Mais ça laisse supposer, donc c'est la gauche qui, en fait, ne sait plus ce que c'est, et peut-être que la droite le saurait. Alors c'est évidemment un propos provocateur de ma part. Et j'ai repéré, je crois que c'est page 40, oui, non, c'est un peu plus loin, c'est la laïcité. Je ne vais pas citer le nom du saint, parce que vous référez à des saints, Saint Bianco, patron de la laïcité positive. Alors ça pose la question, en fait, des adjectifs accolés à la laïcité. Si il y en a une positive, il y en a une qui est négative. Si il y en a une qui est ouverte, il y en a une qui est fermée. Bref, effectivement, comme dirait un certain Jean Bobéro, il y aurait donc beaucoup de laïcité. Je crois qu'il en a compté 7, avec même un oxymore, puisqu'il y a une laïcité concordataire. Alors ça, c'est du grand art. Voilà, ma question, c'est sur l'adjectivation. Et qu'est-ce que vous allez dire, vouliez dire à propos de laïcité positive? Ça, c'est une... Je vais d'abord juste répondre à... Le premier chapitre explique la laïcité à la droite. Parce que... Où je dis précisément qu'il n'y a pas besoin de lui... Voilà, qu'il n'y a pas besoin de lui expliquer, puisque la droite est fondamentalement la fille aînée de l'Église. Donc, elle n'a pas besoin de lui expliquer la laïcité. Elle sait très bien ce que c'est pour la combattre, pour l'avoir combattue et pour la combattre.
Donc pour revenir aux adjectifs, bah ça là aussi c'est une vieille technique, militante de jouer sur les mots. L'adjectivisation, c'est toujours si on a besoin d'ajouter un adjectif à un mot qui est très clair, c'est qu'on a toujours une idée derrière la tête, c'est qu'on veut l'affaiblir. C'est qu'on veut dire autre chose que ce que veut dire ce mot. Laïcité, il n'y a pas besoin de lui ajouter un mot. Il y a une loi qui fait, encore une fois, beaucoup d'articles pour la définir. Donc il n'y a pas besoin d'y ajouter en plus des adjectifs. Alors les adjectifs, c'est des adjectifs surtout qui disent ce que les gens qui utilisent ces adjectifs pensent de la laïcité. Quand on dit qu'il y a une laïcité positive, ça veut dire que la laïcité est négative. Quand on dit qu'il y a une laïcité ouverte, ça veut dire que la laïcité, ça ferme. Donc c'est de la... c'est de la bête agite-propre, tout simplement. C'est des vieilles techniques militantes qu'on peut utiliser, qui ont cours depuis très longtemps sur les campus, qui aujourd'hui infusent effectivement la pensée universitaire, mais pas seulement. Mais je pense que c'est quelque chose de beaucoup plus général. Aujourd'hui, on adore les... Peut-être parce que de moins en moins de gens savent s'exprimer correctement, on adore les mots nouveaux. On en invente tous les jours. On découvre tous les jours des expressions et des mots qui sont le plus souvent issus d'un jargon universitaire, qui sont repris tels quels, sans savoir très bien d'ailleurs ce qu'ils veulent dire, ce qu'ils signifient vraiment, d'où ils viennent, pourquoi ils ont été forgés, pourquoi ces concepts ont été forgés. Mais c'est pas grave, on les utilise parce que c'est joli. Ça se fait malheureusement aussi beaucoup dans la presse, dans les médias. Je pense que c'est assez... ça donne une certaine idée de ce qu'est aujourd'hui la pensée journalistique. Je voudrais juste revenir, par exemple, à ce que vous disiez tout à l'heure, vous évoquiez tout à l'heure le New York Times, qui a décidé de cesser de publier des dessins de presse à la suite d'une polémique. C'est-à-dire d'un dessin qui a créé un débat. Donc on a un journal qui est considéré, pas seulement aux États-Unis, mais dans le monde entier, comme un journal de référence, comme une sorte de maître étalon du journalisme, qui décide du jour au lendemain de se priver d'un outil journalistique aussi essentiel que le dessin de presse, que la caricature, parce que c'est un outil qui permet d'exprimer ce qu'on ne pourra jamais exprimer, ou en tout cas pas aussi explicitement et pas aussi violemment parfois, dans un éditorial ou dans un reportage. Ça permet de dire des choses qu'on ne peut pas dire autrement. Voilà un journal qui décide de se priver de cet outil pour ne pas faire de débat, pour ne pas créer de polémique. Et ça veut dire, alors, si un journal refuse de créer du débat, à quoi ça sert de faire du journalisme? Il faut faire autre chose. Donc je pense que c'est quelque chose qui a été à mon sens, qui n'a pas été assez souligné, cette décision éditoriale d'un journal comme le New York Times, qui est dramatique. Donc, pour revenir à cet usage excessif des mots
c'est comme le mot islamophobie. Que Charb a très bien expliqué là aussi dans un ouvrage. C'est un mot qui a été forgé de toutes pièces, qui aujourd'hui ne fait pratiquement plus de débat, qui est utilisé comme une notion tout à fait ordinaire, comme un synonyme de racisme, ce qu'il n'est pas. Donc il faut être très prudent et très attentif quand on voit apparaître des nouveaux mots comme ça, qui ont l'air très jolis, de nouvelles expressions. Si on les voit apparaître, c'est pour une raison. Et il faut aussi être attentif à ceux qui les utilisent. Pour dépasser le seul cas du New York Times, et en lien avec beaucoup de questions qui arrivent sur l'état de la presse, quel regard vous portez sur l'état de la presse en général, notamment la presse française, et son courage ou son manque de courage? Sur quel plan? Il y en a peut-être beaucoup. Sur le plan, alors les questions en fait, notamment tournent autour de ces organes de presse qui ont refusé de publier les caricatures. Ah oui. C'est surtout autour de ça. Après, quand on fait un peu l'historique de la publication des caricatures, il y a quand même des journaux qui ont quand même publié quelques caricatures. Il y avait, je crois, l'Express François. C'est quand même François qui les a c'est François qui les a publiés avant Charlie Hebdo, d'ailleurs, ce qui a valu à son directeur d'être viré. Le Libé en a publié un peu, l'événement de J, alors peut-être pas toutes, mais il ne faut pas dire non plus que rien n'a été publié. Maintenant, Charlie Hebdo l'a revendiqué de manière assez véhémente, parce que pour nous, c'était très important comme journal satirique d'affirmer le principe de publier ce qu'on veut en matière de dessin sur les religions. Je crois que c'est vrai, comme le dit Gérard, avec le New York Times, ça a donné un mauvais signal, puisque ça donne l'impression que le dessin de presse est une forme d'expression qui est gênante, qui est encombrante, alors que traditionnellement, il y a toujours eu du dessin de presse, même dans tous les grands journaux. Mais c'est vrai que cette place, elle a reculé. Il y avait un dessin de Faisan en une du Figaro, il n'y a plus de dessin. Il y avait un dessin en couverture du Monde en une, il n'y en avait plus. Alors il y a des dessins de Cartooning for Peace qui sont publiés sur le site, je crois, du Monde. Cabu disait, pour lui, c'était très important qu'il y ait un dessin en une des grands quotidiens prescripteurs français, quelle que soit leur tendance politique, parce que du coup, ça donnait aussi une légitimité à tous les autres dessinateurs. Et à partir du moment où tous les autres journaux, même des journaux satiriques comme Charlie Hebdo ou d'autres, si les grands journaux avaient un dessin en couverture, ça crédibilisait tout ce que les autres pouvaient faire. À partir du moment où ces dessins en couverture ont disparu, il y a un doute. Il y a un doute qui se met. Les gens se disent, mais sinon, est-ce que c'est si indispensable que ça? Et là, il y a une responsabilité de cette presse. Moi, je ne reproche pas tellement à la presse à l'époque de ne pas avoir publié toutes les caricatures de Mahomet. Par contre, je trouve que c'est un mauvais signe de ne plus mettre en couverture un dessin de presse éditoriale, quel que soit le ton, parce que c'est ça qui légitime tous les autres dessinateurs. Et s'il n'y a plus ça, eh bien, effectivement, ça peut donner l'impression qu'on peut s'en passer. Et donc, c'est une rétractation de l'espace de liberté pour tous. Et la décision du New York Times, elle est affligeante. Voilà. Elle est affligeante de médiocrité intellectuelle. Voilà. C'est misérable. Et ça ne peut que nous conforter, nous, à continuer à faire Charlie Hebdo. Et tant pis pour le New York Times. Voilà. Ils ne sont pas à la hauteur de leur histoire, ils ne sont pas à la hauteur de ce que doit être un grand journal d'une grande démocratie comme les États-Unis. Voilà, c'est misérable. Gardez le micro, Rhys, si vous voulez bien. Je vous livre, et pour une réponse brève de votre part, je vous livre une question telle qu'elle est arrivée. C'est une question que j'aurais peut-être pu écrire moi-même, que je trouve très jolie. Je vous la lis. Pardon. Dans la laïcité, il y a aussi la défense des droits des femmes qui sont souvent les premières à être opprimées par les religions. Charlie Hebdo, dernier journal féministe? Point d'interrogation. Bah, je n'aurais pas cette prétention. Il y a quand même, le féminisme est quand même défendu par tout un tas de médias. Je ne vais pas dire ça, mais c'est vrai que, comme le dit votre interlocuteur, c'est un peu, je veux dire, il
fais un parallèle un peu horrible, mais c'est vrai que les femmes, c'est un peu comme le canari dans la mine. C'est que quand dans une société on opprime les femmes, ou on commence à les opprimer, ça donne le ton pour tout le reste. Et défendre les femmes, c'est aussi défendre tout le monde. Mais c'est un peu à la limite comme la liberté de la presse et d'expression. Défendre les dessinateurs, c'est pas défendre le petit privilège des dessinateurs de dessiner ce qu'ils veulent, c'est défendre la liberté de tous. Donc quand on défend les libertés de quelques-uns, et quand on dit quelques-uns, si on prend les femmes, c'est quand même plus de la moitié de la société, c'est quand même pas rien, c'est la liberté de tous. Et donc quand on restreint ça, ou quand on agresse ça, ou quand on abîme ça, c'est quelque chose de nous-mêmes qu'on abîme. Il y a un effet miroir. Quand vous voyez que, par exemple, en Afghanistan, plus de la moitié de la population n'a pas le droit de sortir, mais c'est comme un peuple. C'est tout. Là, à une époque où on défend les minorités, là, c'est pas une minorité, c'est quasiment une majorité qui est enfermée et qui est opprimée. C'est plus que révoltant. Donc, c'est tout un peuple qui est écrasé. Voilà. Quand les femmes sont mutilées, opprimées. C'est pas une minorité. Et donc, je ne vois pas comment on peut ne pas être féministe de manière très basique comme celle-là, quoi. Je ne dirais pas que Charlie Hebdo est le dernier journal de féminisme, enfin, c'est le minimum, quand on est démocrate ou humaniste, d'être sensible à ça, quoi. Bien, merci. J'avais une question tout à fait différente. Dans votre sondage, et j'y reviens, il y avait une question sur le dessin de Cabu, je crois, sur Mahomet qui se désespère des soutiens. Je crois qu'il dit c'est dur d'être aimé par des cons ou quelque chose comme ça. C'est pas quelque chose comme ça, c'est ça. C'est ça, exactement. Oui. Ben, j'ai une bonne mémoire, merci. Voilà. Et je me demandais comment, alors là c'est presque un secret de fabrication, que je me demande comment ça se passe. C'est-à-dire que le dessin est proposé, j'imagine qu'il y a une conférence de rédaction, ou je sais pas comment, un comité de rédaction, vous préciserez les termes. Mais est-ce que quand vous choisissez ces dessins, vous anticipez évidemment un certain nombre de réactions, et je vais plus loin, aujourd'hui, est-ce que vous republieriez ce dessin? Je crois connaître la réponse, mais bon, je crois qu'on l'a déjà republié à plusieurs occasions, parce que d'abord, ce dessin, maintenant, il a une dimension historique. Donc voilà, il fait partie de l'histoire, donc on peut le publier comme autrefois on publiait les dessins qui représentaient Louis-Philippe en poire. C'est un dessin qui a la même place dans l'histoire du dessin satirique, donc tout le monde peut publier, s'il a une dimension historique. Maintenant, la genèse de ce dessin, ben, je vous invite à aller sur le site de Cabu officiel, où on peut voir un film qui avait été fait par des documentaristes qui étaient présents lorsque cette couverture a été faite. Ça s'appelle Charlie 712, et on voit toute la genèse de cette couverture. Et on voit comment, par étapes, tout doucement, eh bien, les uns et les autres apportent leur pierre, Cabu, Val, pour non seulement trouver le texte, choisir les mots, parce qu'il faut bien choisir les mots. Et c'est vrai que sur des sujets comme ça, il faut bien mesurer le sens des mots et la portée des mots. L'idée étant qu'il fallait cibler les fanatiques, mais pas forcément les gens qui pratiquent la religion musulmane. Les gens l'oublient, mais c'est une subtilité auquel on tenait et auquel on tient toujours. Il faut critiquer sans hésitation les fanatiques, mais quand on est laïque, ben, on doit aussi accepter des croyances qui ne sont pas les nôtres. Comme la religion musulmane, ben, elle a sa place dans une démocratie quand elle respecte les lois de la démocratie, comme les autres religions. Et cette couverture, elle dit ça aussi. Voilà. Elle ne parle pas que des cons. Elle dit aussi qu'on peut pratiquer d'une autre manière que de cette manière-là. Merci. Alors, je voulais rendre justice quand même à votre ouvrage. Je vous ai provoqué tout à l'heure sur le titre « La laïcité expliquée à la gauche ». Enfin, il y en a un peu pour tout le monde, hein. Il y a un chapitre, par exemple, je ne fais que lire, hein, je n'ai pas d'avis, bien sûr. Macron, mon curé à l'Élysée. Et le suivant, c'est l'ONU vote Mélenchon. Et puis, surtout, le suivant, peut-être le dernier d'ailleurs, il ne lâche jamais, et c'est là plus sérieux,
effectivement, pensez-vous qu'il ne lâche jamais tous ces intégristes, qu'ils viennent d'ailleurs, qu'ils soient d'une religion ou d'une autre? Et qu'est-ce nous, il ne faut pas qu'on lâche non plus, c'est ce que l'on comprend de votre intervention. Oui, comme je l'ai dit, il ne renonce jamais. Malheureusement, la religion, je crois que les religions sont nées avec l'humanité et aujourd'hui, elles sont enveloppées d'un vernis intellectuel dont elles profitent et qu'elles manipulent parfois aussi. Mais au fond, elles ont toujours les mêmes objectifs. L'objectif d'une religion, c'est de s'appuyer sur une foi, qu'elle n'invente pas forcément toujours d'ailleurs, hein. C'est de s'appuyer sur une foi, sur une croyance, et d'organiser des rites autour de ça pour contrôler une société. Le but d'une religion une religion n'a pas d'autre but que de contrôler une société. Sinon, c'est autre chose. Sinon, on fait ses passes magiques, chacun dans son coin, et puis on croit à ce qu'on veut. C'est pas le problème. Ça, c'est la foi. Une religion, c'est différent. Une religion, ça a intrinsèquement une volonté politique. Donc, voilà, il ne renonce jamais. Et puis au fond, pourquoi il renoncerait? Puisqu'il paraît que l'être humain adore croire à un ami imaginaire, ou plusieurs. Donc voilà, elles n'ont pas de raison objective d'abandonner, d'autant moins qu'elles prétendent avoir l'éternité devant elles. Quand on a l'éternité, hein, on a le temps. Voilà, l'ennui, c'est qu'elles sont pressées. Merci. Peut-être, avant de donner la parole au grand maître qui pourra conclure, peut-être que vous-même, vous avez un mot pour conclure ou aborder un sujet qui n'a pas été abordé. Rhys. Je pense qu'à l'occasion de cet anniversaire en 2025 des 120 ans de la loi de 1905, on y réfléchit au journal, il va falloir la revendiquer haut et fort. Et il va falloir arriver, je dirais, combatif. Et justement, il faudra, je pense, répondre de manière assez ferme à tous ceux qui veulent nous donner une interprétation timorée de cette loi. Et c'est une loi précieuse, c'est une loi vitale et qui devra être défendue avec force durant cette année, comme tous les ans d'ailleurs. Et voilà, je pense qu'il faut se préparer à je parlais de combat, oui, à continuer le combat pour la défendre et pour pour saluer aussi ses vertus. C'est pas seulement, il ne faut pas être sur la défensive, mais il faut dire voilà, c'est fait pour tout le monde. C'est tout individu sur Terre à un moment donné, y gagne. Il n'y a rien à perdre dans la laïcité. Je crois que ça ne nuit à personne, la laïcité, et que tout le monde peut trouver sa place dans une société laïque. Voilà, c'est la règle. La laïcité n'exclut personne, au contraire, elle est faite pour intégrer tout le monde. Voilà. Non, je trouve que c'est une très belle conclusion. Bien. Merci d'abord à vous deux. Je pense que je peux vous remercier pour toute la salle. Et on va demander... Et la parole est au grand maître Nicolas Penin. Merci, mon très cher frère Philippe. Mesdames et messieurs, mes très chers frères et très chères sœurs, grand maître des obédiences amis, mes très chers frères anciens grands maîtres. J'ai envie de dire, mesdames et messieurs, aussi les vigies, les sentinelles, les spadassins, que nous pouvons être ici, et commencer par les remerciements
de ceux qui viennent chez eux finalement, nous retrouver une fois de plus. Alors, nous avons un anniversaire qui nous sert peut-être de prétexte, un anniversaire où du sang a coulé et où des idées sont à défendre. Mais tout comme la loi de 1905, c'est un prétexte que nous assumons et que nous revendiquons. Remercier Rhys, Gérard, les Philippe au pluriel, toutes celles et ceux qui ont pu participer à l'organisation de cette soirée, où les invités, où la mise à l'honneur, ce sont bien les idéaux que nous avons à défendre, mesdames et messieurs, mes frères, mes sœurs. Et que cet esprit Charlie, c'est aussi l'esprit Géo. Et que l'esprit Géo, c'est bien ce que nous avons fait ici ce soir. C'est-à-dire d'assumer solennellement, publiquement, d'une manière républicaine et maçonnique, à la fois notre engagement initiatique et rituelique et notre fibre républicaine et démocrate. Alors, vous l'avez dit, comme nous avons déjà pu échanger, nous avons ces panneaux dont nous vous remercions de nous avoir accordé le prêt au sein du hall de l'Hôtel Cadet et qui peuvent matérialiser ce que nous représentons toutes et tous ce soir à vos côtés et au nom de ce que nous défendons. Notre cœur est aussi celui d'un maçon, c'est-à-dire celui d'un optimisme irrésolu, d'une conviction irréfragable et qui fait que nous n'avons pas le choix, comme vous avez pu le dire. Pas le choix parce que nous sommes dans cette transmission et que c'est bien celle du feu et non des cendres. Et que c'est bien celle de ces croyances, parce que nous, parfois, nous avons un mythe ou deux en maçonnerie, et nous nous en excusons, mais qui nous servent d'outils, sans dogme, et dans la liberté de croire et de ne pas croire, et dont nous ne cessons d'abuser pour continuer à nous battre pour que ceux qui pensent différemment de nous puissent continuer à le faire. Parce que la liberté de conscience, la démocratie, la délibération, le respect de l'autre, c'est bien tout ce que vous venez de décrire. Le Grand Orient de France prend sa part, ce soir, comme il l'a fait depuis 10 ans et comme il continuera à le faire. Alors, tout comme vous l'avez dit peut-être de l'école ou de vos épaules, tout ne peut pas reposer que sur quelques-uns. Tout ne peut pas reposer sur Charlie Hebdo. Tout ne peut pas reposer sur le Grand Orient de France. Mais tout peut reposer sur tout ce que nous pouvons faire, nous, au quotidien, le jour où il faut se lever, mes frères et mes sœurs, mesdames et messieurs. Tel l'homme révolté de Camus, où il se libère en disant non. C'est ce non émancipateur, c'est ce non qui libère ce que nous sommes et qui protège celui qui est face à vous. C'est ce non, pas celui de la contestation, celui de la liberté, celui de nous donner la capacité d'être ce que nous souhaitons être en toute liberté. Alors oui, il y a eu des droits à l'avortement à défendre. Oui, il y a eu des droits imprescriptibles de la femme comme de l'homme. Oui, il y aura demain encore des combats pour la dignité humaine, notamment, par exemple, sur le droit à mourir dans la dignité et de pouvoir disposer tel qu'on le souhaite de son corps comme de sa vie, sans qu'aucune église, sans qu'aucune chapelle puisse vous dire la manière dont vous pouvez terminer vos jours. Alors, ce soir, cet esprit Grand Orient de France, cet esprit Charlie, nous avons tenté de le cultiver. Et je ne peux que continuer à vous inviter, avec les actions que nous menons à l'interne, autour de la constitutionnalisation des deux premiers articles de la loi de 1905, autour d'un colloque qui se déroulera au Sénat le 24 février, autour des banquets auprès des élus, auprès des citoyens, mais aussi à l'extérieur, en continuant à franchir ces portes et à dire que vous avez rencontré des hommes et des femmes éclairés qui souhaitent simplement défendre et qui souhaitent être attachés de manière historique à ce que nous pouvons représenter. Lorsque tout à l'heure, vous avez pu aborder effectivement cette relativité et cette modestie
que peut-être les églises ou que les prédicateurs devraient s'imposer. Il m'a fait penser à cette chanson que certains des miens pouvaient écouter et où il disait simplement, ce Belge à la fin, qu'on était bien plus qu'un bon Dieu parce que toi tu es un homme. Alors avec un grand H. Mais c'est bien cet homme qui nous permettra, avec ce grand H, de continuer à porter l'espoir. Merci à vous. Et puisque j'échangeais encore ce midi avec certains d'entre nous dans cette maison, je leur donnais, en tout cas du mieux que je le pouvais, l'importance de cultiver justement le verbe, l'exemplarité du mot et du corps. Alors je pense aux nôtres qui, il y a 10 ans, ici, ont pu tomber aussi au nom de ces idéaux. Ils portent aujourd'hui des noms de salles pas très loin de ce temple. Il y a des pensées qui sont récurrentes. Ces hommes et ces femmes, parce qu'ils étaient Charlie, parce qu'ils étaient Géo, m'ont inspiré juste ces derniers mots lorsque je peux feuilleter ces ouvrages qui nous ramènent à ce que nous sommes. Vous n'avez réclamé la gloire ni les larmes, ni orgue, ni la prière aux agonisants. 10 ans déjà que cela passe vite, 10 ans. Vous vous étiez servi simplement de vos armes. La mort n'éblouit pas les yeux des partisans. Mes frères, mes sœurs, mesdames et messieurs, nous serons ces partisans. J'ai dit.